S'ouvrir aux autres et au monde, c'est l'opportunité de s'enrichir, de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Depuis quelques années, Apprentis d'Auteuil sur le site du Château des Vaux en Eure-et-Loir accueille de plus en plus de mineurs isolés venant de plusieurs pays, jeunes que l'État appelle MNA, mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, plus de 22 nationalités vivent ensemble, au quotidien, sur ce site devenu un magnifique village-monde. En chaque jeune accueilli se cache un talent précieux, qui, comme un diamant, a besoin de toute notre attention pour briller de tous ses éclats. Soutenu par Yann Arthus Bertrand et inspiré de son film documentaire Human, Humain en anglais, ce projet, Human, qui signifie Toi, apprenti d'Auteuil, donne la parole à 19 jeunes et 8 adultes, femmes et hommes, de 14 nationalités différentes, qui vivent et travaillent ensemble sur ce site. Entre souvenirs de leur pays, moments de fierté et de réussite, entre réalité d'hier et rêve de demain, découvrez Human, le film et ses podcasts. Bonjour, je m'appelle Salaba, j'ai 19 ans et je viens du Sénégal. En fait, le Sénégal, c'est un très beau pays, c'est très accueillant et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour visiter, il y a beaucoup de tourisme. Et aussi, quand on parle du Sénégal, on va forcément parler des ethnies parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là-bas et malgré ça, on s'entend hyper bien. Et voilà, c'est une richesse en fait, je peux dire. Toi, de quelle ethnie es-tu? Moi, je suis Peul. D'accord. Okay. Parce que quand je venais d'arriver ici, quand je disais je suis sénégalaise, les gens ils avaient du mal à croire. Ils disaient, mais comment ça se fait? Les Sénégalais sont très foncés de peau. Je dis, mais non, en fait, au début, j'étais choquée parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Je me dis, mais non, en fait, il y a des gens très clairs là-bas, en fait. Il dit, ouais, mais c'est juste tous les Peuls. Je dis, mais ouais, mais quand même, en fait, on n'est pas français quand même. Mm-hmm. Du coup, les gens, ils avaient du mal à me croire, en fait. Ils disaient, non, t'es guadeloupéenne, je sais pas, ils me donnent des autres origines, quoi. Et moi, ça me faisait mal. Hein. Moi, je rêve de devenir actrice depuis petite. Et mon plus grand rêve, c'est de jouer avec Omar Sy. Parce que c'est mon acteur préféré et je le suis depuis au Sénégal. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et franchement, j'espère que mon rêve va se réaliser. Hein. Parce que si je deviens pas actrice, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Pas qu'il me manque beaucoup, et même ils le savent parce que moi je suis très attachée à ma famille. On est fusionnels en fait avec tous mes frères et sœurs en fait. Et en fait je les aime tellement. Ah mais ouais. Du coup, moi je m'entends hyper bien avec mes frères et sœurs en fait. Tout le temps j'étais pressée de les retrouver parce que c'est juste l'été je passais avec eux. Enfin, parce que j'étais allée je vivais pas avec eux en fait. Je vivais avec ma cousine, ma tante et tout. Et c'est l'été, je partais en vacances pour les retrouver. Du coup, quand je les retrouvais, je voulais plus les laisser en fait. Même pour retourner, pour rentrer chez moi. Enfin, chez moi, pour rentrer chez ma tante, j'avais pas envie. Parce que c'est normal, c'est ma famille et tout. Je voulais tout le temps rester avec eux. On est hyper fusionnels, on s'entend tous, on s'entend très très bien. Je m'entends avec tous. Et voilà. Tu as combien de frères et sœurs alors? Nous, on est 4 filles, 4 garçons. Du coup, j'ai 4 frères, c'est des protecteurs. Et j'ai 2 grandes sœurs et une petite sœur. C'est ma vie, je l'aime. Enfin, je les aime tous. Quel âge a-t-elle, ta petite sœur? Elle a 16 ans. Ah oui, d'accord. Okay. Ici, il faut savoir patienter, je crois. Parce que c'est pas très facile et c'est très différent en fait. Quand tu quittes en Afrique, tu viens ici, c'est pas du tout pareil. Le rythme, le matin et tout, c'est pas pareil en fait. Ici, on est tout le temps enfermé et tout. Et en Afrique, c'est pas pareil.
Qu'est-ce que tu veux dire, le rythme n'est pas le même? Ici, on est plus bousculé, on fait plus de choses? Oui, on fait plus de choses et tout. Parce que moi, par exemple, quand j'étais au Sénégal, je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner, je vais à l'école, je retrouve mes potes et tout. Enfin, on calme quoi. Mais après, ici, quand tu vas à l'école, le matin, tu te réveilles tôt, tu prends le train, tu prends le bus, tu vas à l'école. Et moi, j'ai pas l'habitude, j'ai jamais pris un bus pour aller à l'école quoi. D'accord. Et quand on revient, on est enfermé, on mange, après on dort, on se réveille aussi. Du coup, bah. Oui, on est souvent enfermé ici. C'est pas pareil qu'au Sénégal, enfin en Afrique. Entre les ethnies, tu Non, dis? enfin, les chrétiens et les musulmans, Ah oui, d'accord. Ok. on s'entend très bien et Ouais. tout. Même quand on a une fête, exemple, fête de Tabaski ou Korité, quand on prépare, on les ramène eux aussi. Le Noël ou Pâques et tout, ils font des choses après, ils nous ramènent. On s'entend hyper bien, D'accord. franchement. Est-ce qu'il y a plus de musulmans ou plus de chrétiens au Il y a Sénégal? 90% de musulmans Ah oui, et 3% de chrétiens catholiques. Il y a pas, d'accord. ils sont un peu là-bas. Je m'appelle Douga Djabi. Je viens du Mali. Je suis en France, ça fait 2 ans et demi. J'ai 17 ans. Ok. Quand je passe au Mali, ça me rappelle l'éducation de mon pays. Il y a l'éducation école et l'éducation familiale aussi. L'éducation école, parce qu'en France, je vois les enfants, ils ont des possibilités de faire les études. Les études qu'ils voulaient faire, ils ont des possibilités de le faire, mais ils ne font pas. Ils ne travaillent pas à l'école. Je trouve ça c'est un peu bizarre. Alors qu'au Mali, tu trouves certains jeunes ou certains enfants, ils voulaient étudier, mais ils n'ont pas de possibilité de faire l'étude. L'éducation familiale, je vois ici en France aussi, les enfants ne respectent pas les adultes, ni leurs parents, ni les professeurs. Alors qu'au Mali, tu es obligé de respecter tous les adultes, surtout ta maman et ton parent, et ton papa, et le professeur. Tu es obligé de respecter parce que c'est eux qui vont te guider au schéma de ton avenir. Du coup, tu es obligé de respecter, tu es obligé de faire tout ce qu'ils vont te demander de faire. Même si tu n'as pas envie de faire, il faut le faire. C'est obligé. Mon meilleur souvenir du Mali, quand j'étais à l'école coranique avec mes camarades qui me manquent aujourd'hui, ce sont mes vrais amis. On travaille bien à l'école, on s'amuse tout le temps. Les études, ouais, c'est un peu difficile parce que déjà, tu fais les études, tu travailles. Je trouve que c'est un peu difficile. Souvent, même tu quittes à l'école midi, bah, après-midi, tu n'as pas le temps pour retourner à l'école, tu vas aller travailler. Tu travailles avec ton papa ou ta mère souvent, D'accord. mais toi? plupart, tu travailles avec ton papa. Et quel genre de travail faisais-tu du coup? Souvent, on cultive, souvent, on va aller chercher et manger pour donner les animaux. Souvent, aussi, on va aller chercher un truc pour construire les maisons, D'accord. le bois ou comme ça. D'accord. Bah, déjà, quand j'étais à l'école là-bas, j'ai envie de devenir un professeur coranique, mais j'ai pas de possibilité pour continuer mes études. Du coup, j'ai obligé de laisser l'école pour venir en France. D'accord. Mais là, je suis un électricien. Ah, c'est ça que tu as envie de faire plus Oui. tard? Ouais, c'est vrai. D'accord. En Les France. gens, ouais. Et c'est la liberté. Ouais. Je trouve ça en France, c'est trop bien. Mm. La liberté en France, ici, la femme, elle travaille, les hommes, ils travaillent. Les femmes, ils font tout ce qu'ils voulaient faire. Les hommes aussi, ils font tout ce qu'ils voulaient faire. Mm. Alors que chez nous, là-bas, il n'y a pas ça. Les femmes, elles travaillent pour l'homme. Mm. L'homme aussi travaille pour lui-même. Mm. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de droit des femmes. Mm. En France, il y a ça.
Je trouve ça c'est bien. Ok, très bien. Mais les choses que je voulais partager, c'est leurs enfants et respectent les adultes. C'est ça que je voulais dire à tous les enfants. Il faut qu'ils respectent les adultes, surtout les parents et les professeurs. Je m'appelle Kerno Mohamed Kamara, mon prénom c'est Kerno Mohamed, mon nom de famille c'est Kamara. Je viens de la Guinée-Conakry, précisément à Bouki, oui, dans une ville. Une ville, d'accord. Je suis en France depuis 2018. J'étais à Nantes, quand je suis venu en France, j'étais à Nantes, j'ai rencontré ma famille d'accueil là-bas, leur fils qui m'a vu dans la rue, qui m'a rentré dans leur famille, c'était le 30 octobre 2018. Du coup, depuis lors, je suis dans leur niveau, et puis c'est eux qui m'ont emmené au château. Mais quand je pense à mon pays, surtout je pense à ma tante. Je pense à ma tante, je me souviens de lui tous les jours, matin, midi, soir. Je me souviens de lui, puis mes amis aussi. Mes amis aussi, la cohésion entre mes amis. Le soir, on part, si on quitte à l'école, le soir, on part au foot. Et puis, si on quitte au foot aussi, on part à la rivière, au marigot, pour se baigner. Et puis, le soir, on rentre à la maison. Si tout se passe bien ici, je serai en Guinée un jour. Et puis, pourquoi pas le faire sortir de la misère, de la galère. C'est ça mon objectif envers elle. Surtout, c'est ma tante. C'est ma tante. Si elle est à côté de moi, elle me donne beaucoup de courage. Même d'abord quand elle est au pays là, si je l'appelle, si on parle, toujours elle m'encourage. Il ne faut pas décourager, il faut prendre le courage, ça va aller. C'est pour cela, si elle est à côté de moi ici encore en France, ça serait super. Ben, mon meilleur souvenir, un jour parce que chez nous, avant la fin d'année, les professeurs ils vont organiser des tournois entre interclasses, de classes de 5e année, 4e, 3e. Du coup, moi, ce jour, on devait jouer en demi-finale, notre classe. Mais j'étais au marché à côté de ma maman. Mes amis ils étaient venus, ils m'ont dit tout le monde t'attend. Du coup, je viens, le match devait commencer. Moi, je viens, on me donne le brassard. Je porte le brassard et puis je rentre dans le jeu. On joue, ce jour-là, je marque 2 buts et puis je fais qualifier l'équipe. J'étais heureux, tout le monde venait sur moi, il me prenait, me jetait et puis c'était de la joie. Comme à la télé. Comme à la télé, oui. Ce jour-là, j'étais fier de moi et puis j'étais content. Tout le monde me regardait, tout le monde venait vers moi. Ouais, t'étais la star. Oui, j'étais la star, c'est ça. Mon rêve le plus cher, d'abord, c'est d'intégrer très bien en France. D'intégrer très bien en France. D'avoir de l'argent. De bien travailler en France. Et puis pourquoi pas de renvoyer ma tante en France pour visiter en France avec moi. Mon rêve, surtout mon rêve, quand j'ai de l'argent, j'essaie d'aider les enfants de mon pays, pourquoi pas construire l'école. À mon village, là où j'étais, la ville là où j'étais, pourquoi pas construire mon école pour faire rentrer des enfants qui sont dans la rue, pour les aider ici, pour l'éducation, pour essayer de comprendre la vie. Il faut être éduqué. S'ils sont à l'école, c'est très très bon. Puis ils seront élevés un jour. Puis pourquoi pas aider mes amis aussi, qui sont dans la galère, dans mon pays. C'est de créer un projet chez moi pour employer les jeunes. Surtout, je commence par mes amis, avant que les autres viennent. Je commence par mes amis, parce que tout le monde ne peut pas venir en Europe. C'est ça mon projet. D'accord, ok.
Je m'appelle Konaté Salou. J'ai 17 ans, bientôt 18 ans, le 20 mars. Ouais. Je passe à la famille, les amis, ma mère, mon père. Et tout ça, c'est la famille, quoi. D'accord. J'ai une petite sœur et un grand frère. Ouais, je parle avec mon frère sur WhatsApp tout le temps. Ah, Et mon père et ma mère, je les appelle une fois par mois. Une personne, ça sera ma mère. Ouais. Ma mère, elle est tout pour moi. Depuis tout petit, j'étais à ses côtés. Il m'a donné des conseils, il m'a donné des consignes pour progresser. Du coup, elle est tout pour moi. Je ferai tout pour elle. Elle me donne des conseils toujours de ne pas baisser les bras, de continuer mes semis, et de respecter les gens. Même si les gens me font du mal, il ne faut pas que je les réponds, je les fais du mal aussi. Il faudrait que je leur montre les bons côtés sur moi et de ne pas abandonner, de continuer sur ma semis. Mon rêve le plus cher, c'est d'avoir une belle vie, la famille à côté, du boulot, comme tout le monde, une meilleure vie. Une belle vie, c'est d'avoir du boulot, que tu te prends en charge toi-même, d'avoir ta femme, tes enfants. C'est ça que moi j'appelle la belle vie. Okay. Être heureux. Okay. Là, actuellement, la formation que j'ai, après deuxième année CAP, je compte aller faire une bac pro pour améliorer bien ma formation. Okay. Et du coup, après le bac pro, je vais commencer à travailler, mais je compte ouvrir ma propre restauration, mélanger afro-français, mélange traditionnel. Mali, c'est une terre d'accueil, mais avec le conflit politique, là maintenant actuellement c'est un peu compliqué. Et du coup, même nous-mêmes on était là-bas, on avait peur de ça, les conflits politiques, c'est ce qui nous a fait fuir pour venir ici. Et du coup, sinon à part ça, ça va. Okay. Bonjour, je m'appelle Kwame, je viens de l'Angola. Quand je pense à mon pays, je pense plus dans la couture parce que nous, malgré les difficultés, on est toujours heureux. Et ça, c'est une chose qui ça me manque ici parce que des fois, là, même quand tu es mal à l'aise, un sourire de quelqu'un, ça peut changer ta journée. Du coup, c'est ça que je pense plus. En fait, l'Angola, c'est un pays, c'est un grand pays. Et je crois que la superficie totale fait 1 246 700 km². Ah ouais, dis donc tu connais bien. Oui, voilà. Différent d'ici, nous, on appelle des provinces à la place des villes. D'accord. Et on a 18 provinces. Où je suis né, la capitale, c'est une petite ville. Ici, l'école, je peux dire que c'est plus facile. C'est vrai? Oui, parce que là, des fois, on a plusieurs matières. Ça peut arriver même jusqu'à 12 matières. Quand on va presque rentrer au... En fait, c'est différent parce que là, nous, on commence des premiers jusqu'à 12e. D'accord. Et ici, c'est un peu à l'inverse. Oui, c'est bizarre aussi, voilà. Je reconnais. Donc, voilà. À peu près quand on arrive en 3e, on a à peu près 12 matières. D'accord. Et là... C'était dur. Oui. Il y a des gens qui partent à l'école le matin, ça commence à 8h pile, vous finissez à 2h30.
Ah oui, Il y a les autres qui rentrent à 13h pour sortir à 18h. d'accord, ok. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge, Voilà. d'accord. ok. Le plus petit, normalement, c'est le matin, mais il y a des grands aussi qui peuvent aller le matin en fonction de son métier. Depuis petit, moi, j'ai rêvé d'être un footballeur, mais malgré les choses, ça se passe pas comme on prévoit à chaque fois. Mais le plus important, c'est suivre ses rêves et se battre jusqu'au bout. Je crois que pour convivre avec des gens de plusieurs nationalités, ça aussi, ça fait du bien parce que on découvre les plusieurs cultures. Même s'il y a plein d'Africains, on n'a pas forcément la même culture. Et aussi les Asiatiques non plus, les Européens non plus. Du coup, je trouve ça magnifique parce qu'on peut vivre tous ensemble et chacun partager un peu de sa culture avec l'autre. Des fois, je dis rien, mais les gens ils parlent déjà par rapport à la danse. Ah, Ils disent chez vous, vous dansez bien, etc. Je dis, si vous connaissez, c'est bien. Bon, je m'appelle Mouhib Khan Mohammadi. Je viens d'Afghanistan. Bon, moi je pense des guerres d'Afghanistan. Il y a beaucoup de guerres là-bas. Bon, être enfant, s'il y a des guerres, mais ils n'ont même pas allé à l'école, voilà. ouais, C'est compliqué la vie dans la guerre, mais en Afghanistan. d'accord. Comme les talibans, ils ont tué des enfants aussi dans l'école, dans l'université, voilà. Et dans l'hôpital aussi. Ouais. C'est compliqué. J'étais allé 7 ans à l'école, mais par semaine, une fois, 2 fois, Ouais. à cause des guerres. Bon, là-bas, il y a de l'école qui... Dans notre langue aussi, il y a Pashto, Dari, le livre, l'écriture, voilà. J'ai appris les lecture, écriture, là. Dans l'Afghanistan, on joue beaucoup de cricket et le Ah oui. football aussi. D'accord, ok. Ouais, mais c'est le spécial de cricket. Cricket, ouais. Mm. Tu aimes ça, toi, le Ouais, moi j'aime bien le cricket et le football, les deux. C'est vrai. Ouais, moi je joue les deux. Bon, mon rêve, s'il y a des guerres, c'est fini en Afghanistan. Et voilà, si je retourne là-bas, les guerres, elle est finie, je suis très content, je vois avec ma famille encore. Ça, c'est mon rêve. Est-ce que tu... Bon, si je travaille ici d'électricité, Ouais. bon, si je retourne mon foyer là-bas aussi, je vais faire l'électrique. Bon, là, bon, moi j'aime bien la ville. Ouais. Si j'y retourne, mais je vais aller à la ville, une grande ville comme le capitale d'Afghanistan, Kaboul. Bon, bah, je voudrais, si j'ai très content ici en France, voilà, si, comment je veux dire, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai un petit frère. Ouais, si j'ai gagné des papiers, voilà, si j'ai gagné de l'argent, je vais ramener en France lui. À cause des guerres, s'il y a beaucoup de guerres là-bas, il est même parti à l'école. Et ça, j'ai déjà dit ça, que les talibans, ils ont tué des enfants, voilà, des femmes, des hommes, ils ne même pas voir si c'est les enfants, voilà, c'est l'armée. Bon, c'est compliqué les vies là-bas. C'est ça que si j'ai gagné des papiers, voilà, j'ai gagné de l'argent, je vais ramener mon frère ici en France. Je m'appelle Émilie, j'ai 47 ans, je suis directrice adjointe d'un des établissements de la fondation du site de Château des Vaux. Qu'est-ce que Au j'aime sujet en de la France France. J'aime que ce soit un pays de droit, que ce soit un pays comment dire, qui offre l'asile. Voilà, je suis fière de la politique de notre pays, d'accueil de notre pays. Et toi qui travailles et fréquentes des mineurs dans la compagnie, qui travailles avec eux pour eux, qu'est-ce qu'ils t'apportent, toi? Alors, déjà, l'ouverture à l'autre. Moi, ces jeunes-là m'apprennent sur la culture, sur leur culture. Je suis toujours avide d'entendre leur histoire, leur chemin de vie, qui est souvent extrêmement courageux. Ils m'apportent vraiment comment dire,
en optimisme. Je vois qu'il y a des chemins de vie qui sont difficiles, mais que ces jeunes-là sont des battants, ont vraiment à cœur de s'insérer, ont vraiment à cœur de continuer de se battre. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, oh help from my friend. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Quel est ton prénom? Ali, À quel âge as-tu? 14 ans, Et tu viens de quel pays? Mauritanie. Ah, ok. C'est comment la Mauritanie? Dis-moi. Bah, bien. C'est vrai, c'est bien. Qu'est-ce qui est bien en Mauritanie? Bah, j'aime bien. J'aime bien la Mauritanie. T'aimes bien? Ouais. T'aimes bien quoi? La nourriture? Oui, j'aime bien la nourriture. Et jouer avec mes amis, tout ça. Ouais. À quoi tu joues avec eux? Parfois des petits rouleurs, Ah, parfois vélo. d'accord. Ok, ok. Il y a combien de temps que tu es en France? Un an. Ah non, ah oui, c'est tout neuf alors. D'accord, ok. Et quand tu penses à la Mauritanie, tu penses à quoi? Bah, mes amis, mes parents. Ok. C'est Kadiatou de Guinée-Conakry. Ça fait 2 ans que je suis en France. C'est ça. Et quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16 ans, super. Je pense à beaucoup de souvenirs en Guinée. Parce que en Guinée, c'est pas facile. Quand même. Et puis, si tu découvres beaucoup de difficultés, et puis tu viens en France, c'est pas la même chose. Ça me semble un peu bizarre. Si tu pouvais ramener une chose de ton pays en France, qu'est-ce que tu ramènerais? Bon, je ramène ma mère parce que en ce moment c'est elle seule que j'ai famille en Guinée. Ouais. C'est ma seule famille en Guinée. C'est ma mère parce que je peux jamais oublier ma mère. Tout ce qu'elle a fait pour moi. Bah, je vais dire mon plus beau souvenir, c'est quand le jour qu'elle quitte en Guinée. Et puis, aéroport, je suis partie en aéroport. Le jour que je vais quitter en Guinée, j'ai beaucoup pensé. Parce que j'ai jamais quitté à côté de ma mère. J'ai grandi à côté de ma mère, tout. Donc, le jour que j'ai quitté à côté d'elle, j'ai pensé beaucoup de choses. Dans ma tête, j'ai demandé, ça fait quoi? Je sais pas combien de temps je vais voir ma mère. Ou bien on se voit plus. Bah, j'ai même pleuré quand j'étais en aéroport. Ouais. C'est triste, mais ça va aller. Après, moi, je suis Soussou. Ouais. Bah. Ok, j'ai pas de problème, je peux parler en Soussou. Alors, vas-y, dis-moi quelque chose en Soussou. Les Guinéens la font moi, et puis ma mère aussi. Nga font la font moi. Là, j'ai dit, j'aime trop la Guinée, et puis j'aime trop ma mère. Ah, super. Moi, c'est la sœur Justine Mibi Mouniema de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie de Congolo au Congo-Kinshasa, RDC. Et je suis arrivée en France
le 10 janvier 2017. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a le plus surprise quand vous êtes arrivée en France? Ce qui m'avait beaucoup surpris, quand j'avais vu les arbres, il n'y avait pas de feuilles. Ah oui. Dans ma tête, c'était que ce sont des arbres déjà morts. Puis, et le matin, il faisait encore, à 8h, 6, 7h, il faisait encore nuit. Ça m'avait beaucoup frappé. Alors je me dis, ah, c'est quel pays là où je viens comme ça? Les arbres, quand je suis arrivée, ici, les arbres, il n'y a pas de feuilles. Or que chez nous, les arbres, toute l'année, il y a des feuilles. Pour moi, le plus beau souvenir, c'est d'abord ma vie religieuse. Quand j'avais fait ma première profession et la profession perpétuelle. Oui, en tout cas pour moi, c'était resté quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en plus de ça, dans ma vie, j'avais pris la décision, si on peut dire que mon souhait, quand je suis entrée, je me suis dit, je vais servir Dieu et mes frères jusqu'à ma dernière minute. Alors, moi, si j'ai quelque chose à faire, je le fais avec tout mon cœur. Donc, vous avez eu la vocation très jeune, alors? Oui. Vous aviez quoi? 13, 14 ans, c'est ça? Bon, quand j'avais eu ma vocation, j'avais à peu près 10 ans. Wow. Mais après, c'était parti. Et puis, quand je suis allée là où il y avait maintenant des prêtres, puisque mon village est là où j'étudiais, c'est à peu près 200 km. On allait là maintenant à pied. Il faut traverser des forêts, là il y a des éléphants, des lions. Mais quand même, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'avais 10 ans, j'étais dans un village, à peu près de 25 maisons. Ma famille, c'est une famille chrétienne. Et j'avais étudié dans une école aussi du village. Et après, quand j'avais 10 ans, ma maman était morte en accouchement, comme au village. Et je suis restée comme responsable de mes 3 frères. Vous êtes la plus grande? Oui, c'est moi l'aînée de la famille. Et à 10 ans, vous étiez responsable de vos frères? Oui, c'est moi qui faisais la cuisine et tout. Après avoir quitté l'école, je viens, je prépare pour mes frères. D'accord. Okay. Oui, on s'est réveillé à 5h du matin pour aller à l'école. À l'école, c'était à 6 km et on allait à pied. Oui. Et quand je rentre là-bas, c'est vers 14h, encore à pied, et il faut passer à la rivière pour chercher de l'eau. Et puis piler du riz. Moi, ce que je peux conseiller à mes frères et aux frères congolais est de se mettre sous eux, de travailler. Puisque ici, je peux dire, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup aidé et frappé. Quand je vois les jeunes, parfois même sous la pluie, les jeunes là, des lycées horticoles, qui travaillent. Disons, la conscience, même si la personne n'est pas là, mais la personne travaille. Ce n'est pas qu'il faut être derrière l'autre, comme des gendarmes. Mais c'est ce que moi je souhaite, qu'il y ait cette conscience-là du travail et l'amour du prochain. Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles que tu ne cesses de nous donner. Merci pour la vie et nous te confions, surtout cette période, toutes les personnes malades, ceux qui s'occupent d'eux à ce moment-ci. Donne-leur la grâce et ouvre leur intelligence pour trouver un médicament et donne-leur le courage d'aller jusqu'au bout. Amen.
Alors, moi, c'est Mawa. J'ai 17 ans. Je suis en France, ça fait 4 ans. Et je suis une formation de CAP, service aux personnes, vente. Je crois que c'est ça. Super. Et de quel pays tu viens? Je viens de la Guinée-Conakry. Tu as été élevée par ta grand-mère? Oui, j'ai été élevée par ma grand-mère. J'étais dans une grande famille et on n'était pas pauvres, et on n'était pas riches, mais quand même on gagnait ce qu'on pouvait gagner, ce qu'on mange. On n'était pas comme les autres qui ne pouvaient pas gagner de leur propre grain, ce qu'ils mangent. Mais moi, heureusement pour moi, j'ai une famille qui ont été à l'école et qui travaillaient et tout. Et j'ai des frères et sœurs qui sont restés en Guinée. Et franchement, deux fois, ça m'arrive, je dors pas, je pense qu'à eux. Parce que dans ma tête, je me dis, ils vivent les mêmes choses que je vivais chez moi en Afrique. Donc, en gros, ils sont maltraités et tout. Donc, deux fois, ça me déchire le cœur de me voir, je suis en sécurité et eux, ils sont pas du tout en sécurité. Et franchement, ça me déchire le cœur. Je comprends. Mon plus beau souvenir de la Guinée-Conakry, c'est d'avoir rencontré un monsieur français qui m'a vraiment soutenu, qui m'a aidé et tout. Et financièrement, moralement et physiquement. Donc, ça. Quand j'ai commencé mon aventure, je l'avais prévenu, mais du coup, lui, il trouvait que c'était pas un truc sécurisant. Et il m'a dit, bah, prends pas la route et tout, c'est dangereux et tout. Tu vas dans un pays que tu connais pas et vraiment, ça se fait pas. Il m'a dit, si un jour j'ai les moyens et tout pour te faire venir, je passerai par la voie normale pour te faire venir et tout. Et moi, j'en avais marre et tout. Et ma grand-mère, elle avait commencé à dire qu'ils veulent je sais pas comment dire ça, me donner un mariage à un monsieur qui est vraiment âgé. Et je voulais pas du tout, je voulais poursuivre mes rêves. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter. À quoi ressemblaient mes journées? Mes journées ressemblaient le matin, à l'aube, à 4 heures du matin, dès que les coqs commençaient à chanter et tout. Et ma grand-mère, elle me réveillait pour faire en gros le ménage et cuisiner, faire le petit-déj pour mes oncles et ma tante. Et elle faisait ses ablutions pour partir au mosquée pour aller prier. Et moi, je faisais les ménages. En gros, je lavais la maison, je balayais la cour. Et en même temps, je cuisinais le petit déjeuner, la bouillie. Et après avoir cuisiné, je prépare la table pour déjeuner. Et en même temps, je m'occupe, après avoir mis la table, je m'occupe maintenant enfin de moi-même. Et je me prépare pour aller à l'école. Je me lave et je prends ma douche. Et après avoir pris ma douche, je débarrasse la table. Après, je me prépare pour aller à l'école. Deux fois à l'école parce que la rentrée dans les classes, c'est prévu à 7h45. Et deux fois, j'étais en retard. Et chez nous, en Afrique, quand tu es en retard, on te tape. Il y a le surveillant à la porte, on te tape. Donc, du coup, deux fois, ça m'arrivait à être en retard. Et la journée pour l'école, c'était de 7h45 à 14h30. Et je retournais à la maison. Et je mettais encore la table pour le repas du midi, je dirais.
Et en même temps, quand je finis, je débarrasse. Quand on finit de manger tous ensemble, je débarrasse. Et après, c'est de prendre les moutons pour les amener à, je sais pas comment dire ça, à manger les herbes. Oui. Oui, après. Et je restais là-bas jusqu'à 19h au coucher du soleil. Et c'est mon temps libre pour moi de un peu réviser et de tresser les enfants des voisins ou voisines et de réfléchir et tout. C'était... Imagine que ton frère et ta sœur voient cette vidéo, te voient. Ils vont sûrement la voir peut-être un jour. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là? Je vais juste les dire que je les aime. Qui me manquent. Je dirais, je voudrais aussi parler sur l'excision, car c'est un truc qui me touche vraiment au cœur que en Afrique, ils le font à les enfants innocents qui n'ont rien demandé et après ça les cause des problèmes. Généralement, en accouchement, ils ont des problèmes et d'autres, ça les donne des maux de ventre et tout. Et d'autres même, ils préviennent à avoir des infections. Oui, parce que moi, je dirais, j'ai pas heureusement pour moi, j'ai été dans... Ma famille, ils étaient intellectuels, donc du coup, j'ai eu la chance de ne pas le faire dans les villages comme les autres filles qui partent dans les villages en, sans anesthésie et on les coupe avec les couteaux, les ciseaux non stérilisés. Et donc, du coup, deux fois, ils peuvent couper plus de 10 personnes avec les mêmes matériels. Et donc, il y a d'autres qui chopent les infections là-bas et tout. Et moi, heureusement, j'ai été chez une sage-femme qui m'a fait l'anesthésie. Et après, qui avait des trucs bien stérilisés et tout. Et on m'a excisé à l'âge de 6 ans. Est-ce qu'on t'a expliqué ce qu'on te faisait? Généralement, chez nous, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ils disent, c'est écrit dans le Coran que la femme musulmane n'a pas droit à le plaisir. Et on te l'avait expliqué comme ça à 6 ans? Ah non, du tout, du tout. Ma grand-mère, vu que moi, je montais pas assez souvent dans les voitures et tout, et ma grand-mère, elle sait bien, j'aime monter dans les voitures et tout, et elle me dit, tu viens m'accompagner chez ma copine. J'ai dit d'accord, et elle avait fait un petit seau, elle avait mis tous les trucs que la sage-femme, elle avait demandé et tout. Et pour moi, on partait chez sa copine et tout. Et donc, du coup, on a commencé de marcher. J'ai dit, bah, on prend pas la voiture. Elle me dit, non, c'est juste à côté. Et on est parti. Et j'ai vu la dame. Après, on est rentré. Pour moi, c'était ça, toujours sa copine et tout. Après, on est rentré. Quand on est rentré, et la dame, elle me dit de me déshabiller. Après, j'ai dit, pourquoi? Après, ma grand-mère, elle me dit, tu te déshabilles. Après, je me déshabille. Après, je vois la dame qui sort des piqûres et tout. Et je commence à crier, je commence à pleurer, à pleurer. Après, elle me dit d'écarter mes pieds. Je commence à toujours pleurer. Après, ils ont appelé des renforts pour venir tenir mes deux pieds et tout. Et ça s'est passé comme ça.
Et je dirais aussi à la France, les enfants, ils ont beaucoup de chance parce que ici, les parents, ils font rien sans les prévenir. Alors en Afrique, c'est pas du tout, ça se passe pas comme ça. Ton avis, ça compte pas du tout. C'est les parents qui décident à ta place. Je m'appelle Mohamed Hamed, j'ai 17 ans, je viens d'Afghanistan. Donc, dans la vie en France, qu'est-ce qui n'est pas le même que dans la vie en Afghanistan? Afghanistan, j'ai pas beaucoup parti à l'école. Ouais. Ici, c'est travailler aussi à l'école aussi. D'accord. Oui, il n'y a pas de guerre. Ouais. Oui. Ok. Oui, comme ça, c'est bon. Et du coup, tu es libre ici, c'est ça? Quand il n'y a pas la guerre, ça veut dire que tu fais ce que tu veux, c'est ça que tu veux dire? Ok, d'accord. Quand tu es parti d'Afghanistan, tu as pris le car, tu as marché? Oui, j'ai à pied. À pied? Tu as tout fait à pied? Oui, tout. Mais c'est très 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 loin? Oui. Tu as mis combien de temps? Un an? C'est 8 mois comme ça. 8 mois à marcher? Oui, j'ai arrivé à prendre. Tu étais tout seul? Non, c'est beaucoup de garçons. D'accord. Oui, beaucoup de personnes d'Afghanistan, Pakistan, comme ça. Ok. Oui, c'est Allah. Ya Allah, astaghfirullah, ya Muhammad, subhanallah. Comme ça. C'est tout. Tous les jours, tous les soirs. C'est Ramadan aussi, après de Ramadan. Oui. Je m'appelle Akashdeep Singh, j'ai 17 ans, je viens de Inde. En France, je suis depuis 4 ans. Et je suis au Château de Vaux aux 4 ans aussi. Je suis en 12e année CAP cuisine. Je viens de Punjab, en Inde, c'est au nord de l'Inde. Est-ce que tu peux me parler du Punjab? Moi, je ne connais pas, je ne suis jamais allée. Punjab, c'est un grand village. Il y a beaucoup de population là-bas. Et la religion, c'est Sikh au Punjab. La religion Sikh, c'est une religion qui on est végétarien. On respecte des adultes et on aime les petits. Il y a un gros temple dehors en Inde, au Punjab. On a eu de temps en temps là-bas, dans les mois de temps en temps. Et sinon, on a un temple au village. Dans le village, on a un temple qui ont pris mardi, vendredi. Il y a 5 cas qui on porte en respect, qui on ne doit pas couper les chevaux. Et après, on porte un bracelet, un turban qu'on n'a pas le droit en France à porter. À l'école. Après, on a les couteaux, un gros couteau, mais c'est pour porter c'est pour l'aider quoi. Si ma mère il est à la maison, il s'occupe de moi et mon petit frère. Et mon père il travaille dans une entreprise qui crée l'électricité, comme l'énergie. Il travaille dans les montagnes, tout ça. Et de temps en temps, il vient pour nous voir. Ah, il n'est pas là tous les jours? Non, il est pas. C'est loin, c'est dans le nord de l'Inde, quoi. C'est dans les montagnes, tout ça. Alors, je m'appelle Aurore,
J'ai 15 ans et je suis en 3e générale au collège du Château d'Evo. Très bien. J'ai la chance d'habiter dans un pays où on manque de rien. On a l'accès à la santé, à l'eau potable, à la nourriture et à beaucoup de matériaux. On a aussi l'accès à l'électronique et puis voilà. Mais par contre, il y a des SDF et il y a aussi des gens qui viennent d'autres pays parce que dans leur pays ça se passe mal. Donc voilà. Mais je pense qu'on fait au mieux pour les aider. Plus tard, j'aimerais être biologiste dans les médicaments ou enfin biologiste dans la santé. D'accord, ok. Et je souhaiterais trouver un remède contre le cancer si j'y arrive ou pour d'autres maladies. Si le Covid n'est pas encore arrêté, bah, je trouverai la solution. D'accord. Et j'aime bien la science, Ouais, la la SVT. science, Et plus tard, j'aimerais faire des actions de bénévolat dans d'autres pays pour les aider à avoir des pays plus simples à vivre pour pouvoir avoir accès aux soins, à l'eau potable et à beaucoup d'autres choses. D'accord. Bah, je suis pas tant fière que ça, mais à chaque fois que... Enfin, je pense que tout le monde devrait faire ça. À chaque fois que le matin, je prenais le métro, quand j'habitais à Paris, et bah, je m'achetais un pain au chocolat et je donnais à un SDF si je voyais un SDF dans le métro. Et voilà, sinon je le mangeais. Le Château d'Evo, c'est plein de nationalités, plein d'origines, plein de religions. On a tous le droit aux mêmes choses. On a des soins médicaux, on a de la nourriture, de l'eau, de l'argent pour se vêtir. Ouais, c'est ça. On a on est logé, blanchi, on a tout ce qu'il nous faut niveau besoin primordial. Et puis c'est aussi découvrir de nouvelles personnes. Il y a une très bonne ambiance au château. Et puis voilà, s'ouvrir sur plein de choses. Et aussi on est beaucoup aidé sur tout ce qu'on veut. Nos projets professionnels, il y a énormément de métiers à découvrir ou de conseils à avoir de plein d'autres jeunes qui ont vécu les mêmes choses que toi ou plein de choses. Voilà. Je m'appelle Manuel, j'ai 18 ans, je viens de l'Angola, je suis angolais. Ouais. Je suis arrivé en France en 2019, je pense en mois de janvier. Ouais, mois de janvier, j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça. Là-bas, on parle portugais ou plus du tout? On parle portugais, oui. Ouais. On parle portugais. On apprend l'anglais à l'école, français. Ah oui. Et on a aussi des langues maternelles, mais je ne parle pas ma langue maternelle, c'est dommage parce que personne ne m'a appris à parler ma langue maternelle et oui. D'accord. C'est ça. Donc tu parlais un peu français avant d'arriver ici? Non, je ne parle pas du tout français avant d'arriver ici. Wow. Je ne parle pas du tout français, je parlais déjà l'anglais, ouais. Je parlais l'anglais et en français, je savais que ça va, bonjour, c'est tout. Oh, c'est déjà bien. Ouais, mais pour avoir une conversation, non, je pouvais pas, je pouvais pas faire une conversation. Ouais. Surtout parce que il y a des Européens qui pensent que c'est
ils partent dans un pays, dans un pays en Afrique, ils vont pas être bien accueillis. Ou les gens vont les regarder mal. Non. Dans mon pays, on est différent. On aime accueillir les étrangers. Oui, l'État aussi donne des opportunités pour eux. On est sociable et on aime apprendre avec les étrangers parce qu'il y en a beaucoup de gens en Angola qui, depuis qu'ils sont nés, ils sont là-bas. Ils savent pas comment ça se passe dehors. Ils savent pas comment ça se passe. Et quand ils voient ce genre de personnes, les étrangers, ils s'attachent à eux pour savoir comment ça se passe, si c'est bon ou pas bon. Ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé en France, ce qui m'a surpris, c'est de voir les gens. Non, pas bien les gens, les enfants. Il y a des enfants qui fument, des adolescents, mais en Angola, c'est rare. Il y a des adolescents qui fument, mais ils s'y cachent. Mais déjà, ici en France, on le montre à tout le monde. Et ouais, D'accord. ça m'a surpris, ça m'a beaucoup surpris, ouais, c'est ça. Je suis venu en France pour poursuivre mes études. Ouais, pour poursuivre mes études et pour avoir un diplôme, avoir une vie normale. Ouais, c'est ça qui m'a fait venir en France. Ouais. En Angola, c'était difficile de poursuivre tes études? Après le décès de mon père, c'est arrivé un moment dans ma vie que c'était difficile. Ouais, c'était difficile. Il y avait des problèmes et tout, mais ce sont des trucs que j'aime pas parler sur. Ouais, c'est ça. En ce moment, je voudrais avoir mon diplôme. En ce moment, ce qui m'inquiète, c'est que je veux de plus. C'est ça, ce que je veux de plus en ce moment. Avoir un diplôme, poursuivre, après faire le bac, pour devenir un bon mécanicien. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait de la mécanique à l'école. Ouais. Je peux dire que la fuite, c'est ma passion. C'est vrai? Oui, j'aime bien. C'est un truc que on fait des connaissances. Ouais, ça m'oblige d'être sociable. Ouais, avec les gens. Savoir collaborer avec les autres. C'est un truc magique, magnifique. Oui, j'aime bien. Je m'appelle Guimet André Jules, pas Njim parce que si on le prononce à la française, ça serait Njim. J'ai 34 ans le 22 juillet. Je suis chef de service au Château des Vaux, à l'IES, l'internat éducatif et scolaire. Et je suis d'origine camerounaise. Ce que je dirais à beaucoup de Français, c'est que le monde ne s'arrête pas juste à notre petit jardin. Le monde est tellement grand et il est aussi grand qu'il y a autant de nationalités, il y a autant de gens qui souffrent. J'ai envie de leur dire que c'est pas par choix que la plupart des jeunes acceptent d'être déracinés, acceptent de quitter leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. C'est pas par choix. C'est parce qu'à un moment donné, la misère est tellement grande qu'ils sont obligés de partir.
Parce que pourquoi ils partiront? Parce qu'on se dit, si un seul enfant réussit et pourra faire vivre toute la famille. Donc, qu'à un moment donné, que nos débats ne s'arrêtent pas uniquement à ce qu'on voit à la télé, mais qu'on élargisse un peu plus nos horizons, qu'on côtoie ces enfants, surtout pour ceux qui habitent voilà, autour du château des Vaux. Les côtoyer, vous remarquerez que ce sont des enfants qui ont des cœurs d'or, qui ont des histoires atypiques, qui certains se ressemblent, mais ne sont pas du tout les mêmes histoires, et que ces enfants, tout ce que leurs familles ont voulu, même ceux qui meurent dans la Méditerranée, ils ont voulu qu'ils sortent de la misère. Je pense qu'à un moment donné, si ces enfants pouvaient, et moi je le dis tous les jours, si j'avais eu espoir que j'aurais le salaire au Cameroun, le salaire que j'ai aujourd'hui en France, j'y serais déjà retourné depuis longtemps. Mais qu'est-ce que je pourrais garantir comme avenir à mon enfant si on rentre au Cameroun aujourd'hui? Rien. Voilà pourquoi la plupart, c'est le message que j'envoie à tous ceux qui ne connaissent pas ces cultures-là. Je leur envoie un message de dire, acceptons-nous les uns les autres. Parce que souvent, on est ici, pas par choix, mais parce que la vie nous l'a obligé. Je pourrais parler jusqu'à demain, surtout quand je parle de mon métier parce que je suis un passionné. Et quand je parle de l'immigration aussi, de ces enfants qui meurent, je suis en colère. Quand je parle du sport professionnel je vois tous ces jeunes autour de moi, 90% quand même des jeunes qui viennent d'Afrique veulent devenir footballeurs. On ne se pose pas la question, on ne se dit pas pourquoi. Ils n'ont jamais été au centre de formation. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a fait miroiter en Afrique qu'on ne sait pas jouer au foot en France. Et quand moi je suis arrivé en France, je suis allé jouer en banlieue, j'ai dit, oh, les gars ils touchent. Les gars ils savent jouer au foot, mais ils ne sont pas des pros. Voilà. Donc quand je suis arrivé au Château des Vaux, je suis allé faire un petit entraînement à Belle-Île-Mer. Je me suis dit, mais ah bon? Donc même dans des petits villages comme celui-ci, il y a des gars qui savent jouer au foot. Voilà, donc à un moment donné, qu'on arrête de nous mentir, que des gens qui nous disent la vérité. Quand on va en Afrique, disons la vérité aux gens. Disons aux gens que c'est dur. Disons-leur le métier qu'on fait en Europe. Parce qu'il y a certains, ils sont debout pendant toute la journée. À 35 ans, ils ne peuvent plus travailler parce que les reins ne peuvent plus tenir. Qui disent la vérité. La vérité que ça peut être pénible. Ce qui est vrai, c'est que les salaires sont meilleurs, mais qu'ils leur disent la vérité. Que le gars qui fait des raccords avec du goudron, qui doit se réveiller à 4 heures du matin ou travaille pendant la nuit sur l'autoroute pour boucher les trous des autoroutes, qui leur disent, ouais, les gars, c'est dur, quoi. Quand je viens ici avec des costumes, mais déjà, je trouve ça débile. Moi, je vais en Afrique, je suis en claquette, t-shirt toute la journée. Je suis content, je suis fier d'être africain et camerounais, mais je me refuse de mentir. Parce que le mensonge aujourd'hui est le gros ennemi de tous ceux qui sont en Europe et l'ennemi des jeunes africains, pakistanais ou de ceux qui sont dans les pays pauvres. Le mensonge est le plus gros ennemi parce que nous qui sommes de l'autre côté, dites la diaspora, j'aimerais même qu'ils regardent la définition de diaspora dans le dictionnaire. On me dit de la diaspora, et c'est un très joli mot pour dire qu'on souffre en Europe, pour certains. Qu'on arrête de mentir et qu'on dise la vérité à ceux qui sont au pays. Je préfère, peut-être qu'on me dira, oui, mais Jules, toi, t'as réussi, c'est parce que ce qu'on me dit toujours, t'es chef de service, oui, mais
Je préfère payer les études d'un jeune en Afrique, de lui payer l'école de la 6e à l'université tous les ans, que de lui demander de prendre la route. Ou bien que d'aller construire un immeuble en Afrique, ce que j'aurais pu faire depuis des années. Mais je me refuse de cela parce que pour que la jeunesse africaine soit mieux aguerrie, il faut qu'elle soit bien instruite. Et la même chose pour les jeunes de banlieue. Et pour cela, il faut que ceux qui ont soi-disant réussi, mettent les moyens pour que les autres s'en sortent. Et c'est comme ça qu'on aura moins de jeunes qui perdront leur vie dans la Méditerranée. Je m'appelle Jean Edmond Rakuto Malala. Je viens de Madagascar, de la capitale Tananarive. Je suis venu ici au Château des Vaux à travers la congrégation qui m'a envoyé en mission ici comme aumônier ici au Château des Vaux. Très bien. Et vous êtes arrivé il y a 1 an et demi ici. Je suis arrivé le début novembre 2019. Madagascar, c'est une belle île qui était verte, mais là on appelle île rouge maintenant. Pourquoi? Parce que il y a tout ce qui est ressources naturelles qui commencent à être épuisées petit à petit. Je parle justement dans ce domaine, surtout le problème de l'eau à Madagascar. Quand j'étais encore enfant, pendant mon enfance au pays, on avait tellement de l'eau. On s'amusait avec de l'eau. Pendant la saison, pendant l'été, l'eau monte jusqu'à devant notre porte. On monte sur une pirogue pour traverser de l'autre rive. On était bien habitués dans ça. Mais là maintenant, même en été, on traverse sec là où on a traversé sur les pirogues. Quel est le problème? C'est que on exploite l'eau et on ne garde pas l'eau comme il faut. Et ce qui fait que les sources tarissent petit à petit. Et ce qui fait dans les villes comme dans les campagnes, on trouve difficilement de l'eau pour irriguer la plantation et pour que les villes puissent aussi avoir de l'eau comme il faut. On fait la queue de toute une centaine de mètres de bidons pour remplir de l'eau pour se servir dans les maisons. Il faut se lever à 3 heures du matin pour avoir le premier rang. C'est là la difficulté maintenant dans presque tout Madagascar. Et peut-être ces derniers temps aussi, on parle surtout dans le sud. Le sud est devenu de plus en plus un pays désertique. Et les gens fuient cette région-là et s'immigrent de plus en plus dans le nord. Ce qui provoque un petit peu une sorte de migration et de bouleversements sociaux. Madagascar, il y a beaucoup de publicités qui passent à la télé ou dans les réseaux sociaux ou dans les journaux. C'est vrai que Madagascar est une belle île qu'il faut visiter, mais une île aussi qu'il faut sauvegarder. Il y a les richesses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est exploitées illicitement, que tout ce qui est ressources dans ce pays ne revient pas au peuple. Donc c'est mon souhait qu'on trouve des moyens pour que ça serve vraiment au peuple et que ce bel pays
ne devienne plus de plus en plus rouge, comme on dit île rouge, mais devienne de plus en plus une île verte. C'est mon souhait. Je m'appelle Kamara Sidi, j'ai 17 ans et je viens du Sénégal. Au Sénégal, j'ai vu dans un village près du Mali et la Mauritanie. Je suis sénégalais, c'est une ethnie en Afrique de l'Ouest. Dans mon village, il y a plusieurs ethnies dans mon village. On vit ensemble, c'est de vivre ensemble. Il y a des imams, des cordonniers, des forgerons et des chefs de village. Et chaque tribu a sa part de responsabilité pour les vivre ensemble dans les villages. Ma tribu actuelle, c'est la tribu des chefs de village. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait le chef de village? C'est quoi son rôle? C'est lui qui applique s'il y a des règles dans les villages. C'est lui qui essaie de voir ça. Après, il va convaincre une réunion pour en parler avec tous les villageois. Et s'il y a des choses qui ne vont pas aussi, il y a des gens qui sont sous-chefs de village aussi. C'est eux qui font le lien entre les chefs de village et le reste des villages pour pouvoir trouver une solution ensemble. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblaient tes journées là-bas, quand tu allais à l'école par exemple? Oui, si c'est pas les vacances, je pars à l'école. Après les soirs, quand je retourne, l'école souvent c'est les journées continues, souvent de 8h à 17h, on fait la pause. On fait la pause de midi à 14h. D'accord. Ouais. Et tu vas à l'école à pied ou en voiture, en car? Oui, c'est à pied. C'est dans un village, c'est Tout un à pied, petit village. D'accord. C'est à pied. Les soirs, quand je rentre, souvent, je pars aux clôtures pour s'occuper des vaches comme ça. Là. Oui. D'accord. On a c'est l'élevage, on a des vaches. Et le soir, souvent aussi, j'essaie des chèvres ou des vaches pour les ramener à la maison. J'aimerais dire que en fait, nous, bled, c'est très rare. Ça se dit pas, mais c'est pas très rare. Ça se dit pas qu'on dit à sa famille que tu l'aimes. J'aimerais dire que pour la première fois, pour leur dire que je les aime, c'est ça. Qu'ils soient fiers de moi. Et je suis là pour les aider, Inch'Allah. Pour conseiller à mon ami s'il veut venir en France, ce que je peux lui dire, c'est s'il a le moyen de prendre un visa ou bien de venir un autre moyen qui n'est pas sur l'eau. Là, comme j'ai fait le passage, moi, dans le Soudiac, j'étais au Maroc, mais c'est là-bas que j'ai passé dans l'eau, la mer Méditerranée. Ouais. Là, je ne conseille pas de faire pareil que moi. La vérité. Moi aussi, j'ai pas rencontré. Je suis quitté du Sénégal dans mon village, c'est Moudéry, jusqu'à la Mauritanie. La Mauritanie, j'ai fait quelques semaines là-bas. On a passé jusqu'au Maroc. La Mauritanie et le Maroc, on a fait à peu près 5 jours en route. Dès le Maroc, j'étais dans les bunkers, dans les forêts, Nador. Ouais. Là, j'ai fait quelques mois là-bas, puis 4 ou 5 mois, je l'ai fait là-bas au Maroc. Puis avec le temps, les moments que j'étais là-bas, il pleut, c'était l'hivernage. Là, c'est pas possible de traverser. Ah oui. On a tiré là-bas, et puis dès que la traversée est possible, les pirogues peuvent passer, les Soudiacs. Après, il y avait un jour, ils étaient venus nous voir, après on s'est préparé. En pleine nuit, vers 17h comme ça, là, le soir, ils nous ont mis dans un camion, comme les trafics qui sont là, dans un camion. Ouais, on a fait le chemin jusqu'à la nuit. Ils nous ont descendu
c'est dans une brousse. On a marché au pied jusqu'à vers 3 heures du matin. On est arrivé au bord de la mer. Et là, ils nous ont mis dans un sous-diac. On est passé. Vers la journée, vers 15 heures la journée comme ça là. Il y a un hélicoptère espagnol qui nous avait salvamento comme ça là. Il était surveillé, il était volé au-dessus. Après, il avait appelé le bateau salvamento. Après, ils sont venus nous prendre. On était en Espagne. Prénom c'est Ali, j'ai 20 ans et je viens du Pakistan. Et j'étais ancien de Château. Et là, je suis parti, je travaille à Bargeville dans une boulangerie. Atelier, le boulangerie s'appelle l'Atelier de la Zen. Et après. Qu'est-ce que tu veux devenir boulanger? Oui. Mon rêve, c'est je vais ouvrir une boîte à moi. Je serai un patron, oui. Et bah, ça, après, il y a les... Mais de toute façon, dans mon tête, c'est que je vais rester ici et je vais ouvrir une boîte à moi et être un patron. Alors pourquoi tu veux être un patron? C'est mon métier, c'est mon métier. Et j'aime bien travailler. C'est comme ça. Tout le monde a envie d'être patron. Oui. Pas tout le monde, tu oui. sais. Mais moi, j'ai envie Toi, d'être t'as patron, envie. oui. Ok. Oui. Alors qu'est-ce que tu aimes bien dans le métier de boulanger? J'aime bien tout. On fait des pains, il y a les clients qui viennent quand on ouvre le boulangerie vers 7h30, 7h. Il y a les clients qui gardent, ils prennent des paquets chauds, croissants, pain au chocolat, tout. Il y a mes amis qui me disaient pourquoi tu choisis la boulangerie. J'ai dit j'aime bien. Il m'a dit, ta vie, ça commence à 3h. J'ai dit non, c'est pas aller. Du coup, tu dors l'après-midi? Comment Si, je dors un peu. Ah ouais. Parce que si on dort pas, c'est un peu chaud. Oui. Possible. Oui. C'était très différent l'école là-bas? C'est un peu pareil, mais après là-bas, les professeurs, si on fait pas l'étude, ils tapent. C'est vrai? Oui, ils tapent avec ils tapent un peu, mais pas beaucoup. Ici en France, si on fait pas, on n'a pas le... Là, on n'a pas... Les professeurs, ils tapent pas, mais là-bas, ils tapent un peu. Avec les mains? Oui, avec les mains ou avec un petit un truc de bois, comme ça. Wow. Oui, c'est un peu chaud. Est-ce que tu as envie de me raconter pourquoi tu es parti du Pakistan? Oui, j'avais des problèmes on avait des problèmes un peu avec en ville. Et c'est pour ça que je suis venu. J'avais pas envie de rester là-bas. Alors que mes parents, c'est pas eux qui décidaient que moi je pars de là-bas. C'est moi-même que j'ai décidé avec mes amis. Et on avait des problèmes de terrain. C'était à nous. Et il y avait une famille qui disait que c'était à nous. Mais c'était le nom de mes grands-parents. D'accord. Et c'était pour ça. D'accord. Oui. C'était un peu la guerre, oui. C'est ça. Mais là, ça va, c'est réglé, c'est à nous. Okay. Oui, c'est calmé maintenant. Et tes parents étaient au courant que tu allais partir? Non. Wow. Quand je suis arrivé en Turquie, après 5-6 jours, j'ai appelé. On m'a cherché pendant 5 jours. Et il est parti. Après 5 jours, j'ai appelé mon père. J'ai dit, je suis à Turquie. Il m'a insulté un peu, mais c'est bon. Après, il m'a rien dit. Il m'a dit, pourquoi tu es parti? J'ai dit, si je disais que je vais aller, mais on ne peut pas me laisser. C'est pour ça que je suis venu. D'accord. Oui. Et maintenant, ils comprennent pourquoi tu es parti? Ils sont d'accord avec ça? Oui, ils sont d'accord, mais quand je suis sorti là-bas, ils n'avaient pas d'accord. Ils m'ont dit, pourquoi tu es parti? C'était bien. Moi, je n'avais pas envie de rester là-bas. Et je suis parti. D'accord. Oui. Est-ce que tu as envie de parler de ton voyage ou pas? Oui, c'était un peu chaud, c'était un peu difficile. On a marché, on a pris des bateaux et on a pris les voitures pour... je suis sorti du Pakistan, on a marché un peu, on a pris les voitures pour venir à Turquie. Après, j'ai resté 6 mois en Turquie. D'accord. Et après 6 mois, j'ai pris un bateau et je suis venu à Italie. 5 jours, j'ai resté dans le bateau et je suis venu à Italie. Après, en France.
Et tu savais que tu voulais venir en France? Non, je savais pas. Non. C'était pas mon idée que je serais en France. Moi, je veux sortir de Pakistan. Après, je savais pas où je vais. Et je suis venu en France. Oui. Alors, pourquoi la France, du coup? Je sais pas, je suis arrivé ici. Et on m'a ramené on m'a pris à gare de... J'étais avec mes amis. Et je me rappelle plus c'était quoi comme la gare. La police m'a ramené à Cergy-Pontoise, je sais pas, vous connaissez pas. On m'a ramené là-bas. Et après, j'ai resté 3 mois là-bas dans un hôtel avec le Cergy-Pontoise. Après, on m'a ramené ici, au château, en 2016, au mois de décembre. On m'a ramené ici. Oui, après, je suis resté ici 17, 18, 19. Je suis parti de 20. J'ai quitté le château le 20 novembre 2020, oui, mois de novembre. Est-ce que tu as aimé vivre ici Oui, au château de... beaucoup. Ouais. Je faisais course à pied. Moi, j'étais champion de France par équipe 2019. Ah ouais, oui. D'accord. Oui. Je faisais beaucoup de courses à pied ici. Et c'était bien, c'était cool. Et tu continues la course à pied? Non, là, j'ai arrêté. J'étais blessé un peu, j'étais tombé et j'ai eu un crampe sur ma jambe, mais j'ai arrêté un peu. Mais là, je vais recommencer. Quand je cours, ça fait mal un peu. Et je vais recommencer un peu. Maintenant, oui. Oui. Dis donc, c'était courageux de partir à 15 ans. Oui. C'était fou. C'était juste les amis, mais il m'a aidé. Ouais. Tu serais Quand j'étais fatigué, on m'a levé sur l'épaule. J'étais petit de groupe. Oui. Après, il y a eu 2 cousins aussi dedans qui sont venus avec moi. Et c'était bien. C'était bien, mais c'était un peu risqué de tuer, oui. On traversait les montagnes, pays. C'était un peu bien aussi de marcher partout. Et... Est-ce que tu le referais? Pareil, tu vois ce que je veux dire? Non, jamais. Jamais de ma vie. C'est un peu compliqué. Je comprends. Oui. Alors, moi, je m'appelle Arwinder, je suis 21 ans et je viens de l'Inde. Et voilà. Donc, tu es un ancien élève? C'est ça, je suis un ancien élève ici, Château des Vaux. J'ai resté pas mal ici, j'ai resté presque 5 ans ici au Château des Vaux. Ah oui, tu es arrivé à quel âge? J'ai arrivé ici à 15 ans. D'accord. Donc, tu es parti avec quelle formation du coup? Du coup, là, je suis parti au début avec le cuisinier. Maintenant, je suis un cuistot. Je suis un cuistot à Nogent-le-Rotrou. Et je suis en CDI. Je suis en CDI dans un restaurant à la Caseline. Nogent-le-Rotrou. Alors, l'Inde, un pays en Asie que première chose qu'on pense que c'est le Taj Mahal déjà. Et en fait non. En fait non. Moi je viens de nord, plutôt nord, pas loin. J'habitais à côté de la montagne, pas loin, je crois. Et nous, la deuxième chose qui vient, c'est la nourriture. C'est du genre de naan, des épices, des plats épicés. Voilà. Et puis, il y a à chaque région, elle a son différent des spécialités. Voilà, c'est ça. Et une religion qui est la même partout ou avec des... Alors, moi, je suis sikh, si vous voulez, dans le nord, qui est pas beaucoup connu dans le monde. Et si vous allez dans le sud, vous allez trouver pas mal des musulmans. C'est les deuxièmes régions plus peuplées en Inde. Presque 20 millions. Après, la première, c'est les hindouismes. On a des bouddhismes, des jainismes, un sikhisme. Il y en a encore plein de différents, de religions, bouddhisme aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a presque, je ne sais pas, il y a presque plus que 12 religions, ce que je connais, qui est en Inde. Après, je ne sais pas combien il y en a en Inde. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler de la religion sikh alors dans la religion sikh, normalement, la première chose que je vais vous dire, on ne pratique pas de la viande.
Ah, ok. Je suis désolé au principal du monde parce que nous, on des genre des dessins, si vous disiez dessins, nous on dit des gros qui nous indiquent que chaque animal, il a son vie. Faut pas, on n'a pas le droit de retirer sa vie pour notre repas parce que nous, on peut vivre avec des légumes aussi, il n'y a aucun rapport. Ouais, on peut vivre avec des légumes. Ouais. D'accord, ok. Donc tu es végétarien. Végétarien. Et nous, normalement, dans les Sikhs, on a un turban avec une barbe. D'accord. Et, voilà. Et normalement, on n'a pas le droit de couper les choux. Et, Bon. ça, c'est... D'accord. Et vous allez au temple, j'imagine oui, on a un temple, on a juste un temple à Paris, normal. Et ce qui ça me plaît dans ma religion, en fait, nous, on offre des repas gratuitement. Si vous allez dans notre temple, tu peux manger ce que tu veux gratuitement. Ce qui est magnifique parce que dans notre religion, il y avait un gourou il a commencé le premier repas, il avait offert gratuitement des gens parce qu'ils avaient faim, ils ne savaient pas quoi offrir. Si vous allez dans notre temple, il peut vous donner des repas gratuitement. En France, les plus surpris surtout, c'était français déjà. Parce que je regardais les visages, je ne comprenais rien du tout, parce que je ne parlais pas français, parce que nous, les Indiens, on n'est pas des pays francophones. Il y a deux régions, normalement, en Inde, qui parlent français, parce que c'était colonisé par des Français, il y a deux villes. Et pour moi, c'était beaucoup plus dur d'apprendre le français, parce que quand tu ne connais pas du tout, ni parler, ni écrire, c'était beaucoup plus compliqué. Après, je me suis débrouillé un petit peu avec l'anglais. Voilà. Après, quelques années plus tard, j'ai appris, ça m'a pris 3 ans, parce que je connais déjà écrit, j'ai déjà écrit, parce que j'étais à l'école en Inde aussi, je sais écrire, après c'était facile. Pourquoi je suis venu en France? Je suis venu en France parce que je voulais avancer dans ma vie, parce que je voulais aller encore plus loin dans mes études, et puis avancer dans mes rêves. Et puis après, j'ai une situation aussi plus difficile par derrière, je ne peux pas vous dire, parce que mon père, il était mort quand j'étais petit, à cause de cancer. Et peut-être je vais ouvrir mon propre restaurant en France, ou peut-être dans notre pays. D'accord. C'est ton rêve, ça, d'avoir ton restaurant à toi? Mon propre restaurant, moi. Ouais. Je vais grandir, je vais créer mon propre empire, si vous voulez. C'est vrai? Je m'appelle Ziad, j'ai 18 ans et je suis égyptien. Là, je suis en 2e année de CAP, et MBC, maintenant c'est bâtiment collectivité. D'accord. Et je crois que tu veux devenir architecte, c'est ça? Oui, l'année prochaine, je vais faire un bac pro en architecture. D'accord, super. À Paris? Oui, ça sera à Paris. Oui. L'Égypte, c'est tout pour moi parce qu'il y a ma famille là-bas, il y a mes potes là-bas, mes souvenirs. Ça me manque trop. Le foot, c'est la chose qui... Le foot, c'est tout pour moi. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et en plus, j'ai joué dans l'équipe qui est trop fort en Égypte. J'ai joué avec l'équipe nationale d'Égypte. On est parti en Allemagne. On a joué un tournoi là-bas. Et j'étais le plus petit, mais j'ai pris le meilleur joueur. Et contre qui vous avez joué? On a joué contre l'Allemagne, contre la France. On a fait match nul, 2-2. Et on a joué contre... je me rappelle plus de la 3e équipe. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier? Je crois que tu voulais nous parler du printemps arabe. Si tu en as envie, est-ce que tu veux nous en parler là? Oui. En 2011, il y avait un match, mon meilleure équipe en Égypte.
il y avait un match, mon pote il est parti regarder le match. Il m'a invité, mais ma mère elle n'était pas d'accord, elle m'a dit non. Et ce jour-là, les spectateurs de l'autre équipe, ils ont tué 74 personnes. Wow. Et j'ai perdu mon pote là-bas. Oh. C'était en 2011. Et on a fait le printemps arabe après en 2012. Mhm. Et on a sauté le président. Il est parti à cause de ça en 2012. Mhm. C'est à cause de ça qu'on a fait le printemps arabe. Mon nom est Mamsa, je viens de Sierra Leone, j'ai 16 ans. Est-ce que toi, tu as pu aller à l'école? Oui, j'allais à l'école, bon, quand même, c'est pas facile pour aller à l'école. L'école là-bas, moi j'aime pour aller à l'école. Bon, il n'y a pas de famille pour payer de l'argent pour moi pour aller à l'école. C'est moi qui débrouille comme ça pour aller à l'école. Parce que dans mon famille il est grand. Mon mère, il est décédé après. Je reste avec mon grand-mère. Mon père, il est marié 4 femmes. Du coup, il n'a pas regardé moi, comment je vis, comment j'ai allé à l'école ou je n'ai pas allé à l'école. Je reste avec mon grand-mère. On a vendu l'eau pour gagner manger. Chaque fois, je vends ça. Pour aller à l'école, mon grand-mère, il n'y a pas de l'argent pour payer moi aller à l'école. Parce que dans mon pays, s'il n'y a pas de l'argent pour toi, pour aller à l'école, ce n'est pas facile. Du coup, chaque fois, je venais aider mon grand-mère pour vendre l'eau. Après, je quitte là-bas, j'ai allé en marché. Pour les gens, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des maquis. J'ai aidé les gens là. Après le soir, ils les donnent un peu pour moi. J'ai gardé ça, je débrouille comme ça pour aller payer à l'école. Encore, moi, j'ai très fort à l'école. Mon professeur, chaque fois, il me regarde. Si des gens qui payent 500 €, 300 €, moi, je paye 200. Parce qu'il a dit, il connaît mon histoire. Il connaît moi, il n'y a pas de quelqu'un pour aider moi pour aller à l'école. C'est comme ça, j'ai continué comme ça avec mon grand-mère. Après, il y a quelques fois, en Sierra Leone, si tu commences première année, comment tu progresses, c'est comme ça, l'argent qui m'augmente un peu. De plus en plus cher. Ok. Après, j'ai continué comme ça. J'ai arrivé quelques fois, j'ai fatigue pour ne pas gagner l'argent pour payer là-bas. Encore, j'ai quitté l'école, je reste comme ça pour aider mon grand-mère. Bon, chaque fois, je regarde mes amis, j'ai allé à l'école, moi, je reste à la maison comme ça. C'est pas facile. Ils me gâtent mon tête. Après, je regarde ça, c'est pas bonne vie pour moi. À l'heure là, moi, c'est 14 ans à 15 ans. Je regarde tout ça, je dis, ça, c'est pas bien pour moi. Si je reste comme ça, c'est pas bien. Après, je regarde, je dis, moi, je vais quitter ici. Après, mon grand-mère, il me demande, il veut aller où? J'ai dit, je vais aller à Guinée. Il a dit, tu fais quoi là-bas? J'ai dit, je vais aller là-bas pour chercher bonne vie. Parce que du coup, ici, si je reste ici, je vais venir fou. Du coup, si je ne vais pas venir fou, je vais venir pour voler ou filmer encore, reste comme ça, c'est pas bien. C'est pas bonne vie pour moi. Après, j'ai quitté là-bas, je laisse mon grand-mère là-bas, j'ai quitté, je venir à Guinée. Donc, mon tonton, il y a mon famille encore à Guinée. J'ai venu là-bas. Encore, j'ai venu à demander mon oncle pour aider moi pour aller à l'école encore. Il a dit, comme ça, si tu restes ici, pour manger ou dormir, je vais donner toi pour payer l'argent pour aller à l'école. Non, il n'y a pas ça pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu donnes moi manger, une place pour dormir, je vais continuer ça. C'est normal pour moi. Il a dit, ok, tu restes comme ça. Je reste là-bas encore. Bon, j'ai pensé, je dis, oh, moi, je ne reste pas comme ça, je ne peux pas aller à l'école. Après, j'ai continué encore pour aller à Makit. Là-bas, je me cherche un peu l'argent. Après, je continue pour aller à l'école encore.
à Guinée. Bon, c'est l'école anglais. Oui. J'ai continué comme ça. Bon, chaque fois que j'ai allé à l'école, je n'ai même pas compris comment mon professeur il a dit comme ça. Il ne rentre pas à mon tête. Because, du coup, moi, je pense quelque chose, il y a beaucoup de soucis. You know? It's crazy. J'ai continué là-bas. Bon, c'est pas facile pour moi. Après, j'ai dit non. Ça, si je me continue comme ça, je vais venir fou. Après, j'arrête. J'ai laissé à Sierra Leone, à Guinée, pour venir en Europe, pour chercher bonne vie. À Guinée, je reste là-bas 1 an. Ok. Oui. Après, j'ai laissé là-bas pour venir en Algérie. Oui. Après, j'ai venu en Algérie. J'ai quitté Algérie, j'ai venu à Maroc. J'ai resté à Maroc 6 mois dehors. Je dors à dehors, il n'y a pas de l'argent pour payer les maisons pour dormir. Alors, du coup, je reste à dehors. Après, j'ai appelé mon famille pour aider moi. Donne-moi un peu d'argent pour passer là-bas et venir en Espagne. Mon père, il a dit, il n'y a rien. Si tu laisses nous ici, tu pars là-bas, c'est ton problème. Toi, c'est garçon, cherche. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon Dieu, il n'a pas laissé moi comme ça. Je reste là-bas. Chaque fois que j'ai sorti, je demande les gens pour donner moi à manger. Et chaque fois, je prends le balai pour nettoyer les... I don't know how to say this in French. I sweep for people outside. D'accord, devant les maisons? Yeah, oui. Après, il y a des gens qui sont venus, qui donnent un peu l'argent pour moi. Il y a des gens qui donnent manger. Il y a des gens qui me quittent là-bas. On rêve moi comme ça. Bon, même pas découragé. J'ai continué comme ça 6 mois. C'est pas facile pour moi. Je reste à Camara, les capitales des cités de Maroc, Rabat. Je reste là-bas 6 mois. C'est pas facile pour moi. Du coup, il n'y a pas pour passer là-bas pour venir en Europe. Ils les demandent beaucoup d'argent. Ils les demandent 300 €, 400 €. Moi, il n'y a pas même 1 euro pour moi, tu vois. Je reste comme ça. Après, je regarde ça ici encore, c'est pas bien pour moi. Je retourne encore à l'Algérie 3 jours pour masser dans mon pied pour quitter Maroc, pour venir à Algérie. Les gendarmes des Marocains m'ont attrapé et même en prison. Je reste là-bas 3 jours. Il regarde, il a dit, moi, c'est un petit, je vais retourner à Maroc. Il n'a pas laissé pour moi ici pour passer là-bas au Maroc, à Algérie. C'est très dangereux. Moi, il a dit non, je ne retourne pas au Maroc. Parce que du coup, il n'y a pas rien pour moi là-bas. Si je reste là-bas, ce n'est pas bien pour moi. Je vais retourner en Algérie. Il a dit, je fais quoi en Algérie? J'ai dit, Algérie, il y a un peu de travail. Quand même, si 6 mois de là-bas, je ne dors pas dehors, quand même, je vais gagner un peu d'argent. Après, tous les gendarmes, ils regardent, il a dit, ok, c'est bien. Je vais le laisser toi. Après, il prend mon téléphone, prend tout, mon truc là. Après, il laisse moi. J'ai marché 3 jours au Maroc en Algérie. Après, j'ai arrivé à Algérie. Les gendarmes d'Algérie, ils ont arrêté moi encore. Ils les demandent j'ai quitté où? J'ai dit j'ai quitté à Maroc. Il a dit tu es quel âge? J'ai dit c'est 15 ans. Il a dit tu fais quoi ici? J'ai dit j'ai venu pour chercher bonne vie. Du coup, en Maroc, c'est pas facile pour moi. Il a dit tu fumes? J'ai dit non, je ne fume pas. Tu es musulman? J'ai dit oui, moi je suis musulman. Après, il laissait moi comme ça. Après, j'ai venu à des chantiers. Il y a beaucoup de chantiers en Algérie pour travailler. J'ai venu là-bas. Après, j'ai commencé là-bas pour travailler un peu. Après, c'est là-bas que j'ai gagné un peu d'argent. Je quitte là-bas encore. Je venu à Libye. Après, je venu à Libye encore. Les gendarmes de Libye, ils ont attrapé moi. J'ai allé en prison. Je reste en prison dans 5 mois en prison. Et là-bas, si les gendarmes de Libyens qui l'ont attrapé, ils vont demander beaucoup d'argent. S'il n'y a pas l'argent pour toi, tu ne sors pas. Et moi, il n'y a pas de famille pour payer ça pour moi. Je reste là-bas. J'ai travaillé. Chaque fois, j'ai ménagé tout là-bas. J'ai fait quelque chose de travail pour les gendarmes de Libyens. Après, il a regardé, il a dit à Mamsal, il est très gentil, on va laisser lui. Puis il me laisse moi, j'ai parti. Après, je reste là-bas encore, Libye un peu.
l'argent, comment je travaille à Libye, à Algérie, c'est ça, je prends après. Quelqu'un, il est là-bas, je donne lui l'argent, il va aider moi. Moi, je souffre beaucoup pour passer ici, pour aller en Italie. Il a dit, ok, il prend mon argent dans un mois. Et puis, il a amené moi au lot avec beaucoup de gens. Après, on a passé là-bas 3 jours dans le lot. On est arrivé à Lampedusa, d'Italie. Après, j'ai arrivé à Italie encore, je reste là-bas. Bon, langue d'Italie, c'est pas facile pour moi. J'ai dit, mon pays de rêve, c'est France. Depuis enfant. Après, je quitte là-bas, je viens ici. Du coup, France, depuis petit, je regarde à télé les Françaises. Les Français et même les Américains. En France, du coup, il y a des racistes pour tout le monde. Bon, ici, pour moi, je ne connais pas pour les nôtres. Bon, pour moi, France est mieux. Il aide beaucoup de gens ici. C'est ici, tu vas venir, tu vis bonne vie, même tu es chez ton pays. Tu vis, même ton parent, il est là. Après, encore, s'il n'y a pas de problème pour toi, tu veux gagner papier. Ça fait dire, en France encore, il y a des deux couleurs, noir et blanc. Les mélanger même en Amérique. C'est très simple encore de... Quand même, j'aime France. Ok. Mon vie, c'est ici. C'est vrai, ta vie, c'est ici. Oui. Ok. Mon rêve après ça, moi, j'ai un chanteur. J'aime faire la musique. Mon rêve, c'est pour rester ici, commencer à travailler, gagner l'argent et aider les gens qui sont pauvres, qui n'ont rien pour manger. Pour vivre, ce n'est pas facile pour les gens. C'est les gens là, moi, qui j'ai pour aider. Ça, c'est le coup. Il y a des gens qui me demandent, je regarde les édics ici. J'ai dit, moi, j'ai rêve pour venir, les édics pour aider les gens qui n'ont pas de famille. Parce que, du coup, c'est mon histoire. S'il n'y a pas de famille pour toi, pour rester comme ça, ce n'est pas facile. Tu rêves un matin, tu n'as pas vu ton mère, tu n'as pas vu ton père, tu n'as pas vu ton famille. C'est toi, Issou. Quand même, ce n'est pas facile. Ça, c'est la cause, moi, il a dit. Si je reste ici, je commence à travailler, je gagne l'argent un peu. Je rêve pour aider les gens qui n'ont rien. Les vacances passées, moi, j'ai allé à Paris. J'ai dit qu'il est donné à 80 €. J'ai allé à Paris, à Gare du Nord. Il y a des gens là-bas qui sont assis là-bas pour demander l'argent un peu. Donne-moi 1 €, donne-moi 5 €. J'ai vu une femme, il est avec un petit fille. Je regarde lui, j'ai pleuré parce que du coup, moi, encore, j'ai passé ça au Maroc. Au Maroc, c'est comme ça, j'ai fait pour gagner manger. Je prends mon 80 €, je donne. Les femmes là, mon ami, il regarde moi, il a dit, tu es fou quoi? Tu regardes tu donnes tous les 80 avec lui. J'ai dit oui, ça c'est mon histoire, j'ai passé ça, je connais ça, c'est pas facile. Pour demander manger, c'est pas facile. Après les femmes là, il regarde moi, il a dit waouh, merci beaucoup, j'ai dit de rien. Après j'ai volé le terrain pour retourner encore. Oui. La sécurité, il m'a arrêté, il a dit pourquoi tu n'as pas payé? Il a dit c'est pas l'argent pour moi. Et du coup, tu as eu une amende? Oui. Ça, c'est mon rêve. D'accord. Pour gagner l'argent, pour aider les gens qui n'ont pas rien. Oui, ça, c'est le que je chante pour motiver les gens. Mon musique, c'est pas pour les musiques comme ça, non. Mon musique, c'est pour aider les gens, pour courage. Pas abandonner. Mon musique, c'est pour... Tu écoutes mon musique bien, tu ne décourages pas dans la vie. Donc tu as appris tout seul à chanter? Oui, je fais tout seul depuis enfant à mon pays. D'accord. Bon, mon père, il n'a pas aimé ça. Mon père, il a dit, moi, j'ai musulman. C'est pas bien pour chanter. J'ai dit, moi, je reste pas comme ça, je vais chanter. Si moi, je ne pas chanter, je vais devenir fou. Du coup, si je chante, je vais oublier quelque chose. Parce que si j'ai écrit, il est sorti comme ça. Il n'est pas resté. Moi, chaque fois, j'ai fait ça. Oui, chaque fois, j'ai fait ça ici. Bakar, il les connaît, il a aidé moi.
Bakary, il a dit, même ça continue. Mon problème, c'est que si je reste ici, j'ai commencé pour parler bon français. Je vais mélanger maintenant pour chanter anglais en français. Parce que du coup, chaque fois que je chante en anglais, il y a des gens ici, ils ne comprennent pas rien. Tu vois? Okay. This is about motivation. Okay, let me take from my country. Yeah. Kim Mamsal, I'm the top hustler. I started from Salo, went to Guinea Conakry, straight to Mali town, moved to Niger, worked so hard to get a better life. Blessing of God helped me to step in Algeria. The land of no sorry heart is not easy to live. A lot of pain and stress for the black color. No freedom using us like a slave. Work no pay, cops running after us like we're criminal. Arrested, never deported in our different home country. Yeah, hear me out. My heart is crying every day night. My heart is crying every day and night. Take your time, listen what I'm gonna say tonight. The life of the poor in Africa is all about fight. It is hard to live a country without a light. In Africa, always leaders promise lie. When they need a power, they always be our side. After they have, they push us behind. Again, never care whether we live or die. Look the how you live, brother, be wise. Let us be together and fight for our right. The hard life in Africa not just like a sign. No job, tell me how I'm gonna be signed. Don't bother asking me why I can't smile. Lot of stress and pain and hunger. Trust me, I'm not fine. Work like crazy just to make things bright. It's not like